Donc Nicolas, ainsi que Lara, je pense, à moins qu'il y ait un autre point sur l'actualité nationale, comme il va nous rester une vingtaine de minutes, je pense que peut-être est-il temps de parler de cette actualité internationale, à la fois du conflit russo-ukrainien et des nouveautés, et terminer par ce que tu as pu dire tout à l'heure. Ça permettra d'introduire le sujet qui sera développé par Youssef Indy. Évidemment, c'est la mort du chef du Hamas par l'armée israélienne. Mais peut-être, Nicolas, as-tu un dernier commentaire national, ou alors on peut attaquer l'actualité russo-ukrainienne? Russo-ukrainienne, oui, pourquoi pas. On peut laisser d'ailleurs Lara commencer sur l'international et le russo-ukrainien, si elle le souhaite. Nous avons quand même Zelensky qui est arrivé en Europe brandissant son plan de la victoire. Actuellement, c'est ce qui est présenté aux dirigeants européens. Encore une fois, tout cela pour de l'argent. L'argent aujourd'hui, celui qui l'intéresse le plus, c'est celui qui dort sur des avoirs russes saisis par l'Europe. Cet argent-là, pour l'instant, on n'a touché que des intérêts. Est-ce qu'on va creuser maintenant les antécédents internationaux en termes de stratégie monétaire pour aller prendre cet argent qui et l'adresser à l'Ukraine. L'Ukraine présente un plan de la victoire dans lequel, si on écoute Zelensky, même la Crimée reste un territoire ukrainien qu'il faut rendre à l'Ukraine. Moi, j'attends de voir la réaction de, par exemple, Emmanuel Macron avec tout ce qu'il a vu, c'est-à-dire une forme de votation à travers les élections européennes, où les Français ont dit dans leur majorité non au parti de guerre, et avec les gabegies budgétaires qui sont déjà en place, comment il va faire pour donner ne serait-ce que 500 000 euros alors que voilà, la situation est catastrophique et il faut. Mais encore une fois, le divertissement, la diversion fonctionne et on parle d'autre chose que de ce qui se passe en France, c'est-à-dire la catastrophe du budget. Absolument, catastrophe du budget qui ne devrait normalement continuer à se creuser. Surtout que par rapport à cette actualité russo-ukrainienne, même si on peut voir, même si on commente en expliquant que la précédente tournée ou l'actuelle tournée de Zelensky se solde plutôt par un échec comparé à ses attentes, c'est-à-dire il n'y a pas forcément une mobilisation générale, il y a une fatigue peut-être qui est ressentie autour de ce narratif. Il y a d'autres priorités, hein, Raphaël. Non, mais au-delà des priorités, les financements continuent. Restons clairs sur cette information-là, c'est-à-dire les financements et l'aide américaine continuent. La France, on le rappelle, on en a très peu parlé dans les médias, mais a quand même formé plus de 3000 et équipé et formé plus de 3000 soldats ukrainiens pour former un nouveau groupe qui s'appelle Anne de Kiev, les forces d'Anne de Kiev. Donc en fait, même quand il y a différents propos comme ça, il ne faut pas oublier que le soutien en fait continue et ce soutien permet de étendre le conflit. Il y a eu aussi énormément de discussions sur le fait qu'il y ait des chances pour que l'Ukraine ne renouvelle pas son contrat avec Gazprom à partir de janvier. Gazprom, donc, qui permet d'acheminer du gaz russe directement en Europe et qui permet d'approvisionner des pays qui sont dépendants de ce gaz de manière assez importante, comme l'Autriche, l'Hongrie, mais aussi la Slovaquie. Et bien même si par exemple la Slovaquie, qui dépend des 2/3 de sa consommation de gaz par cette importation, qui a expliqué la Slovaquie avec, je vous rappelle, un Premier ministre qui d'ailleurs a eu une tentative d'assassinat à cause de ses propos justement contre la guerre en Ukraine. Et le fait de vouloir appeler à des pourparlers et d'avoir une position un petit peu plus considérée comme pro-russe. Eh bien, même si ensuite vous avez le gouvernement qui expliquait qu'il ne fournirait plus de matériel militaire, on a une extension des bases de maintenance sur la frontière ukrainienne, des bases de maintenance du matériel ukrainien. Ensuite, on a des dons qui sont faits à hauteur de 500 000 euros pour l'aide énergétique. Et ensuite, il y a même tout simplement des transferts énergétiques pour soutenir l'Ukraine dans ce conflit. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut relativiser un peu ces informations, même si c'est sûr qu'au moins la propagande semble diminuer et on peut voir petit à petit peut-être une tendance se dessiner. Il ne faut pas oublier que entre les propos et la réalité, on voit qu'il y a quand même énormément d'argent qui est ponctionné chez les contribuables occidentaux. Et malheureusement, oui, après là, ça rejoint ce que tu dis, Lara, eh bien, ça permet aussi, d'une part, de cacher la réalité de la crise économique, notamment française, et surtout, c'est que ça la creuse encore plus. Nicolas,
Oui. Juste, je voulais rajouter sur ces histoires de gaz. Arrêtons de s'inquiéter. Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que l'Ukraine utilise cela comme un chantage, parce que de toute manière, elle a besoin de ce transit. C'est un transit payant, et le seul moyen en fait de mettre la pression sur les pays européens qui sont contre la guerre, donc la Hongrie, la Slovaquie, etc., c'est de parler de ce gazéoduc. Mais en revanche, il ne s'arrêtera pas tout simplement parce qu'il rapporte de l'argent à l'Ukraine. Donc, Énormément, oui. c'est encore une fois un mensonge qu'il faut absolument révéler. Tout à fait. Et aussi, dernier point, après je laisse la parole à Nicolas, c'est que aussi souvent pour ces actualités-là, lorsqu'on parle de contrat, en l'occurrence là, le cas Gazprom, il faut bien dire la signature se fait en décembre, enfin ça se fait fin décembre, début janvier. Donc là, ce sont simplement des propos qui sont rapportés pour tenter justement de faire, comme tu le dis, preuve de pression et qui semble fonctionner, hein, étant donné que là, on parle quand même d'une sorte d'une dépendance énergétique assez importante pour certains pays. Donc c'est une tentative de pouvoir faire plier dans la joie et la bonne humeur pour tout simplement continuer à soutenir l'Ukraine coûte que coûte. Nicolas, un commentaire par rapport à ce qu'a dit précédemment Lara, tout simplement? L'information du jour pour ce qui concerne l'Ukraine, c'est certainement la tournée d'adieu de Biden en Europe. Il rejoint en Allemagne aujourd'hui les alliés occidentaux de l'Ukraine, donc principalement évidemment Macron, Olaf Scholz, Keir Starmer, évidemment, donc tous ceux qui, depuis le début, anglais, français, allemands, sont embringués dans cette folie qui est le soutien à l'Ukraine. Donc c'est une tournée d'adieu, c'est peut-être même la tournée d'adieu de l'OTAN, en tout cas dans sa forme actuelle. Si Trump est élu, il aura toute autorité pour revenir sur les décisions qui pourraient être prises en Allemagne dans les heures à venir. Oui, comme le dit Lara, de toute façon, nous n'avons pas les moyens de cette guerre. Non seulement les moyens financiers, mais même l'industrie. Rappelez-vous, Le Cornu, cet homme qui prétend privilégier l'action, c'est une grande source de rigolade aussi par rapport au blabla. Rappelez-vous le blabla, justement, de Sire Le Cornu et de Sieur Macron sur l'économie de guerre. On allait entrer, rappelez-vous, en économie de guerre. On allait produire énormément de canons César, d'obus, de chars d'assaut, d'avions pour les Ukrainiens. Bon, il n'y a aucune économie de guerre, puisque de toute façon, nous n'avons plus d'industrie, nous n'avons absolument pas les moyens. On a une industrie militaire, c'est ce qu'expliquait très bien Xavier Moreau dans une émission précédente que j'avais fait sur Radio Courtoisie, de prototypes, hein. Une économie de guerre de prototypes. On est capable de faire un prototype, ou 2 prototypes. Voilà, il nous faut des mois pour faire un canon César, paraît-il extraordinaire, mais un canon César. Voilà, et quelques obus qui vont avec. Donc tout ça n'est que, oui, je pense qu'il va être temps pour l'oncle Sam, c'est ce que je souhaite en tout cas de tout cœur, de plier les Gaules, de plier bagage, et que la momie Biden puisse terminer tranquillement son existence, ou soit rattrapé par la justice, ça on verra, avec son fils, aux États-Unis dans un ranch. Et voilà, et donc il est ce qu'on annonçait être peut-être le risque de déflagration, de conflagration généralisée, finalement, je pense, sera un énième élément de communication, et non, on n'autorisera pas, puisque le Pentagone a dit non. C'est ce que nous rappelait encore notre invité hier, Sylvain Ferreira. Eh bien non, il n'y aura pas de frappe dans la profondeur. Est-ce qu'il y aura une ultime tentative, folle tentative d'attaque sous faux drapeau? Moi, c'est la seule chose qui me fait encore peur, si j'ose dire, dans ce conflit, c'est-à-dire qu'un acte désespéré, une frappe sous faux drapeau sur une centrale nucléaire ukrainienne, évidemment, les Russes vont gagner la guerre. C'est le moment de jouer les super méchants et d'avoir la gueule de l'emploi du super méchant. Étant donné qu'on va parler d'Ayacine Noir, on en a une bonne tête de vainqueur.
Absolument. Et on va pouvoir même passer tout de suite sur ce sujet-là, Nicolas, car il nous reste une dizaine de minutes avant de pouvoir lancer la chronique. Et ensuite, nous recevrons, je le rappelle, Youssef Indy à partir de 8h40-45. Youssef Indy sera là pour le grand angle. Donc, Nicolas, à moins que Lara ait un commentaire, bien évidemment. Oui, je voulais juste un petit commentaire. Donc, il y a 31 pays occidentaux qui s'engagent à aider l'Ukraine pour déminer. Enfin, c'est aujourd'hui le pays le plus miné d'Europe. Moi, j'appelle les Ukrainiens d'abord à arrêter de larguer des mines avec des drones. Peut-être ça déjà, ça enlèvera un petit peu la nécessité de déminage. Parce que quand on appelle au loup, faut qu'à un moment on soit cohérent dans ce qu'on fait. Tout à fait. Nicolas, est-ce que tu souhaites reprendre la parole pour attaquer cette dernière partie de la revue de presse et donc revenir sur l'actualité du Proche-Orient et notamment la mort du chef du Hamas et on va pouvoir aussi peut-être parler des commentaires de Benjamin Netanyahu qui est toujours intéressant dans ces termes. Donc il faut faire attention parce que là vous avez peut-être des informations que vous ne retrouvez pas directement dans ses propos directs. Donc faites attention à ne avoir la propagande qu'il peut y avoir. Une chose est certaine, c'est qu'il a dit ceci marque le début de la fin. Pas la fin de la guerre à Gaza. Le début de la fin. Et là, je cite ce qu'il a dit. Il a dit ce n'est pas la fin de la guerre à Gaza, c'est le début de la fin. D'accord ? Donc, je trouve que ce sont des propos assez intéressants. Quand je dis intéressants, c'est-à-dire assez révélateurs de ce qui pourrait être potentiellement la suite du projet, sachant que là, de nombreux pays, même si Emmanuel Macron a dit que c'était l'occasion de pouvoir faire un cessez-le-feu, de pouvoir calmer le conflit. On a le Royaume-Uni qui a dit qu'il ne pleurerait pas la mort du chef du Hamas qui est responsable de du plus grand massacre de l'histoire juive depuis l'Holocauste. Donc bon, là, on est vraiment sur on va dire, un commentaire assez un petit peu orienté. Donc Nicolas, je te laisse la parole pour terminer cette revue de presse sur cette situation assez importante sur laquelle Youssef Indy pourra rebondir lors du grand angle. Début de la fin, on rappelle, c'est toujours tiré de la formule churchillienne. Au moment du débarquement, it's not the end, it's not the end of the beginning, it's just the beginning of the end. C'est juste le début de la fin. Oui, évidemment, ça en prévoit encore de belles. Yahya Sinwar, il n'aura pas fait long feu en tant que chef du Hamas. On rappelle qu'il a remplacé Ismaël Haniyeh, qui avait été éliminé cet été en Iran. Il était aux cérémonies d'intronisation du nouveau président iranien après la disparition toujours aussi douteuse de l'ancien président d'ailleurs, avec un accident d'hélicoptère assez surprenant. En tout cas, c'est vrai qu'un certain nombre de leaders, ça tombe comme des mouches actuellement au Proche-Orient. C'est étonnant. Je pense que l'ayatollah Khamenei, le guide suprême, successeur de Khomeini, devrait commencer non pas à se faire des cheveux blancs, il n'a plus que ça, et de barbe bien blanche, et toujours bien fournie. Mais en tout cas, il est évident qu'il n'est pas bon être un chef d'un groupement hostile, en tout cas à la domination d'Israël au Proche-Orient, et défenseur du peuple palestinien en particulier. Alors là, je ne parle pas de l'Iran, je parle évidemment du Hamas. Donc, Yahya Sinwar, déjà, sa vie, la vie de cet homme, pour essayer, on en a fait en effet le diable, le super méchant, mais c'est une vie, il n'y a aucun manque de respect de ma part vis-à-vis de la mort. Il a été abattu comme un chien et il a eu une vie de chien. Il a eu une vie atroce quand on regarde bien. Je vais pas pleurer non plus sur le personnage, croyez-moi. Mais il faut quand même savoir, il faut quand même essayer. Alors qu'on est si on comprend toujours nos délinquants, nos assassins. Il faut comprendre, c'est social. Il faut savoir quelle a été la vie de cet homme. Cet homme, il est né dans un camp de réfugiés. C'est bien pour un début, c'est pas mal. À 25 ans, il a pris perpète. Bon, il a certainement, il est rentré dans le mouvement Hamas suite à la première intifada. C'est-à-dire qu'il a passé 23 ans de sa vie. Il est mort, je crois, à 61 ou 62 ans. Il a passé le tiers de sa vie et la moitié de sa vie d'homme en prison. Donc c'est un enfermé. Voilà un peu l'existence de ce type de chef historique du Hamas. Ce n'est pas là pour excuser quoi que ce soit ou justifier quoi que ce soit, c'est juste à rappeler voilà les origines du diable. Et on se rend compte à ce moment-là que non, ce n'est pas le diable.
Alors ils ont fait les Israéliens, on voit d'ailleurs, c'est pas Israël, c'est vraiment, on est dans un process américano-israélien puisque ils ont fait exactement le même type de narratif qu'ils avaient fait pour Ben Laden. Ils ont montré, ils sont à la pointe de la communication, hein, les Israéliens. On a pu voir, on voyait très vite après le 7 octobre, on voyait les images des massacres, appelés indûment pogrom, je le rappelle. Un pogrom, c'est ce qu'il y avait en Europe de l'Est, en Ukraine, tiens, par exemple. Et donc, ils ont montré la traque. Alors, c'est une traque qui a duré plus d'1 an, paraît-il, puisque même si ce n'était pas le chef du Hamas au moment du 7 octobre, hein, c'est ce que je vous disais, c'était Yassinoir n'était que le chef de la branche militaire, mais il a remplacé Haniyeh, qui a été donc assassiné en Iran. Traque d'1 an à peu près, puisque c'était lui le cerveau du 7 octobre, semble-t-il. Et donc, on a montré avec des vidéos sa traque, comment, avec 2 de ses comparses, ou compagnons d'armes, appelez-les comme vous voudrez. Donc, ils ont parlé de 3 terroristes, hein, c'est-à-dire que c'est un narratif très particulier. C'est un petit peu la même chose que la traque de Ben Laden. En tout cas, c'est présenté comme ça. Surtout, c'est la présentation sur laquelle moi je m'attarde. Une présentation qui montre qu'en effet, on est sur une traque individuelle. Quant aux conséquences, eh ben oui, le général Halevi a été très clair. Ça ne marque en aucun cas la fin des opérations, que ce soit à Gaza, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, demain en Iran. Ça ne marque en aucun cas la fin des opérations et des bombardements, même sur Gaza, puisque alors, je vais vous dire, la formule est tellement trouble qu'il je ne sais pas jusqu'où, enfin si, j'imagine jusqu'où ça peut aller, puisque les opérations militaires ne cesseront, a-t-il dit, que lorsqu'il y aura eu le retour total des otages. Hein. Donc, à force de tuer les négociateurs, ça va être difficile. Je sais pas, moi, si j'ai envie de récupérer des otages, je m'amuse pas à commencer à tuer ceux qui ont le pouvoir décisionnel sur ces otages. C'est ce que les Israéliens font depuis le début. Surtout en éliminant Haniyeh, qui était en train de négocier. Hein. Comme Nasrallah, éliminé au moment où ils avaient accepté un cessez-le-feu. Est-ce qu'il a réellement envie de ces otages ils sont extraordinaires. C'est pas un boulet, ces otages, pour les Israéliens. C'est un prétexte permanent pour faire ce qu'ils font. C'est inouï. Et donc, il a expliqué, le général Halevi, chef d'état-major, qu'il n'y aurait la fin des opérations que lorsque l'ensemble des otages ont été libérés et ça encore, pourquoi pas ne pas l'obtenir, mais ça suffit pas. Donc ça veut dire que même si il rendait tous les otages, il y aurait toujours des opérations, puisque le deuxième préalable à la cessation des hostilités, c'est l'élimination de l'ensemble des acteurs du 7 octobre. Bah dites donc, quand on sait que dans la propagande israélienne, chaque Palestinien de Gaza est potentiellement un membre du Hamas, donc un membre acteur du 7 octobre, je vois qu'une seule solution. Faut tous les tuer. Voilà. Alors, on n'appellera pas, mais ça, on discutera encore du terme de génocide. On dira, ah oui, mais génocide, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour qu'on puisse réellement parler de génocide? Qu'ils les tuent tous, dans ce cas-là, monsieur Halevi, tuez-les tous. Et assumez, bien sûr, ce génocide aux yeux de l'opinion publique mondiale, et peut-être aux yeux de Dieu. Vous avez une croyance, certainement, puisque M. Netanyahou a parlé après l'élimination du chef du Hamas d'un coup porté au mal. Ça, c'est déraisonnable. Ça, on est vraiment. C'est pas seulement qu'il est irrationnel, Netanyahou, c'est c'est déraisonnable de parler que c'est un coup porté au mal. On est dans une logique d'Armageddon chez cet homme. Donc, dans une logique millénariste, je suis désolé de le dire. On va dire c'est des théories complotistes, Youssef Indy, etc., avec leur théorie millénariste. Mais non. C'est le vocabulaire même de Netanyahou est ainsi. Et alors, un épisode, et je terminerai là-dessus, particulièrement détestable que j'ai trouvé, c'est un énarque journaliste qui s'appelle Girard. Par René Girard. Il reste vraiment quelques secondes, Nicolas, avant que je puisse laisser la parole de fin. Ils ont interrogé Netanyahou et c'est paru, je crois, dans le Figaro. Ils ont interrogé et il a posé la question, mais est-ce que vous visez un remodelage
du Proche-Orient. Et Netanyahou, bien sûr, devant les opinions publiques européennes, mais non, mais pas du tout, pas du tout. Je veux juste assurer la survie de mon peuple. Voilà ce qu'il prétend. Donc il y a à la fois quelque chose de rusé comme un serpent du désert, et en même temps fou comme un millénariste. Voilà ce qu'est Netanyahou. Absolument, merci Nicolas. Alors Lara, justement, voilà, je voulais qu'il nous reste un peu de temps pour que tu puisses commenter quand même ce qui vient d'être développé par Nicolas, sur lequel je suis quand même relativement d'accord, et c'est une situation assez inquiétante. Je te laisse le mot de la fin avant de pouvoir après lancer la chronique avec Terence, sachant que juste après cette chronique, c'est vrai que là c'est le sujet que l'on termine d'aborder, nous recevons, je vous le rappelle, si vous arrivez tout de suite sur l'émission, chers spectateurs, à 8h40, Youssef Indy sera présent pour le grand angle. Donc Lara, je te laisse le mot de la fin. Ben, c'est vraiment effrayant ce qui se passe au Moyen-Orient actuellement, parce qu'on ne parle pas assez de frappes en Syrie, on ne parle pas de frappes au Liban. Il y a quand même un maire qui est mort récemment suite aux frappes israéliennes. Et tout cela, en fait, sous couvert encore une fois, sous pression de l'opinion publique israélienne qui demande la libération d'otages. D'ailleurs, Aya Sanwar, il devait avoir autour de lui une vingtaine d'otages. Où sont-ils? Et est-ce qu'on a tué les otages par cette frappe? Enfin, encore une fois, tout n'est pas clair dans la stratégie israélienne vis-à-vis de ne serait-ce que ses propres concitoyens, qui sont un prétexte de guerre aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et jusqu'où iront-ils, sachant que ça fait un belle lurette qu'on ne parle pas de libération de quiconque par des soldats israéliens. Est-ce que, encore une fois, comment on supporte l'opinion publique israélienne, ce que fait Netanyahou au nom justement de libération d'otages? Absolument, donc je vois des réactions dans les commentaires et j'en appelle à votre avis, chers spectateurs, parce que je vois des personnes qui disent non, mais là sur le conflit, vous avez un avis de gauchiste. Donc apparemment, nous serions de gauche sur. Ouais, je trouve ça bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, en tout cas, ils disent quel génocide, c'est une guerre. Génocide, c'est 50% de la population tuée. Et là, ce n'est pas le cas. Oui, nous 50% plus 1, c'est comme la démocratie. C'est plus de 3 personnes tuées, en fait, la détermination du génocide, d'après une seule en fait, détermination commune. C'est déjà du génocide. Alors, quand on tue juste par une appartenance à une ethnie, à un peuple, etc., mais il y a 3 tués, c'est déjà un génocide. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.